Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. 1987-2017, une réforme de la Constitution est nécessaire, c'est ce qu'a fait savoir le président de la République à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la loi mère. Lancement par la commission spéciale sur la Constitution des travaux qui doivent aboutir à une nouvelle révision de la Constitution de 1987. Nicolás Maduro a félicité Haïti d'avoir rejeté le rapport du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui appelle à la tenue d'élections anticipées au Venezuela et au départ de fait du président Nicolás Maduro. Le président de la République, Jovenel Moïse, plaide pour une réforme de la Constitution. Dans une adresse à la nation, préenregistrée au Palais national, à l'occasion du 30e anniversaire de la Constitution, le chef de l'État a dénoncé certaines faiblesses de la loi mère qui souvent créent des tensions entre les différents pouvoirs de l'État. L'État n'est pas dans situation pour satisfaire les revendications du peuple. Il y a un bagage qui fait ça, c'est parce qu'il y a une confusion dans genre de responsabilité partagée dans les institutions de l'État. L'autorité, qu'on a petit soulier parce que nous mettons trop de détails dans la Constitution. Ça a les institutions dans chirépite pour petit crack. Et ça, c'est une cause d'instabilité. Ce n'est pas normal, dans l'État pays d'Haïti, là, toute réforme hygiène nous gagne pour nous faire, pour après une élection, nous mettons tout le temps ça pour monter un gouvernement. Frère, accepte mieux. Nous avons un pile de défis pour nous lever. Pour nous réussir, il faut que nous fassions bon genre de réforme. Tant que réforme dans le domaine politique et institutionnel, réforme dans le domaine administratif, réforme dans le domaine économique, réforme dans le domaine social, réforme dans le domaine de l'éducation et culturelle. Pouvoir judiciaire, rôle c'est appliquer la loi, bail justice équilibrée pour tout citoyen. Peuple là, après les amoués sous qualité de la justice la besoin. Faut qu'il y ait l'ordre qui mettait Jean Constitution en mandé ça. Et scandale sous affaires propriété privée, sous affaires terre, propriété de l'État, sous conditions prisonnières. Bagage ça est fait pour suspendre. Pour faire développement, il faut que le pouvoir judiciaire jam. Dans le domaine social, il faut que dans l'ordre et la discipline, chaque petit monde ait une place dans l'école fondamentale. Il faut que chaque Haïtien qui a mangé un plat manger chaud chaque jour. C'est pour ça qu'on a dérapé caravane changement dans la date 1er mai 2017 qui pourra gérer de l'eau, labourer terre, construire route pour le peuple. Dans le domaine de l'éducation et culture, le domaine ça, c'est un potomite. Tout ça nous voulons arriver faire dans l'autre domaine chita sous éducation. Culture et patrimoine, c'est nom peuple haïtien. C'est ça qui fait dans tout côté haïtien passé, les mettez ma clé. Fois ça, faut que ces routes de développement nous prennent tout bon vrai. Nous décidons de prendre direction changement, mais faut que nous gardions bilan démocratie peuple a choisi. Il y a une nécessité pour nous aller plus vite. Faut que nous aller plus bien. Faut que nous aller plus loin. Faut que condition peuple a changé. Faut que condition la vie tout peuple haïtien changer. C'est pour toute raison ça j'ai décidé de mettre sous pied comité pilotage état généraux sectoriel nation. La commission spéciale sur la Constitution a lancé ses travaux sur l'amendement de la loi mère mercredi. Pendant 2 ans, les 9 membres de cette structure, présidée par le député de Pétionville, Jerry Tardieu, vont initier de larges consultations pour parvenir à un consensus sur un probable amendement de la loi mère à la fin du mandat du président Moïse. Nous allons travailler d'arrache-pied
pour nous assurer de faire des recommandations à l'Assemblée qui vont tenir compte du rapport des experts, qui vont tenir compte des propositions, naturellement, des économistes, des sociologues, des juristes, des avocats, des techniciens. Cependant, nous ne pouvons jamais oublier que ça n'a pas fait son exercice inclusif. C'est le député Charles Chancy qui mettez-nous en face responsabilité, ni te dit nous, l'important pour nous descendre dans la base, pour nous descendre dans la collectivité, pour nous marcher dans le pays, pour nous avec tout Haïtien, toute Haïtienne, toute association, toute organisation qui ont disons dans la question constitution. Nous ne pouvons jamais oublier ça. C'est sans ça que nous avons fait le travail que nous avons fait. Bien que apparemment nous avons pile le temps, cependant nous pas vraiment gagné. Parce que le travail là en pile, nous commençons bonheur pour nous arriver plus vite, mais pour nous arriver plus bien. Qui te me dit nous à soya que commission ça, que Chambre des députés prend le travail pour l'initiation dialogue national inclusif, Jean-Président mandé nous. Nous prenons le travail pour nous faire un processus transparent. Nous-mêmes qui dans cette salle là, ce n'est pas travail pas nous, c'est travail nous toutes. Nous avons souhaité que toute association, toute organisation qui monte et est intéressée parce que le président Assoya, puis chita avec nous pour qu'il leur arrive, nous avons un exemple de solidarité, de patriotisme et de vision d'une Haïti moderne et progressiste pour que la proposition d'amendement faite là, les recevoir aval ou du moins si un consensus très, très large. Le président Nicolás Maduro a félicité Haïti pour sa position forte en faveur de l'ordre constitutionnel et de la souveraineté du Venezuela lors de la session de mardi de l'Assemblée de l'Organisation des États américains, OEA. Maduro a fait une mention spéciale pour Haïti en raison de l'avertissement qu'avait donné le sénateur de Floride, le républicain Marco Rubio, pour forcer Haïti, sous peine de sanctions économiques, à voter en faveur de la position de Luis Almagro. Le président vénézuélien a qualifié d'historique le discours du représentant d'Haïti à l'OEA. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Max Rudolph Saint-Albin, a visité ce jeudi 30 mars 2017 la Direction générale des impôts de Pétionville dans le cadre de l'implantation de centres de réception et de livraison de documents d'identité dans diverses communes de la zone métropolitaine. Le peuple a fait passeport, il paye comme il fait sacrifice. Il y en a qui passé 3 mois dans Port-au-Prince, ils n'ont pas de passeport, ils ne pas joindre. Il y en a qui fait même 6 mois même. Même mon yo. L'homme arrivé 7 février, moi demandé état des lieux situation, moi joindre peuple a payé 117 000 passeports pendant 1 an, il va joindre. 12 février, moi demandé au monde dans le cabinet moi prend charge pour que non délai très court, moun yo ka joindre passeport. Je dis une solution au président. On commande passeport qui fait pour 800 000 passeports, pour 5 millions d'euros, comme la jambe paye. Moi, les ministres des Finances qui étaient là, même ministre là, qui étaient là depuis 1 an. Moi, je dis comment nous avons fait pour nous régler ça. Monsieur Baye, légalement, comment nous avons fait pour nous bailler un premier 2 millions d'euros. Et pour arriver qu'on y a, quand nous avons 3 millions d'euros, rester 2 millions d'euros et nous recevons passeport de l'Allemagne. À date, nous avons livré 77 000 passeports dans moins que 2 mois, parce que aujourd'hui est 30 mars. Nous avons dérapé 15 février. Ça veut dire qui ça? Dans 45 jours, le travail qui n'est pas fait dans 12 mois, il est fait dans 45 jours. L'Observatoire citoyen pour l'action des pouvoirs publics se dit préoccupé par la situation difficile qui prévaut dans le Grand Sud du pays 7 mois après Matthew. Lors d'une rencontre avec la presse, les membres de cette structure ont fait savoir qu'une étude menée sur le terrain durant 3 mois a révélé que la population souffre de plus en plus. Dans certaines zones reculées des départements de la Grand'Anse et du Sud, d'un côté, des gens ont attrapé des maladies de la peau, de l'autre, des chenilles et des fourmis ne font que ravager les plantations. On série de plaies
qui montent là. Eczéma, il y a gal, il y a différents types. Donc là, ouais, pour les gens qui pourri, là, ouais, des petits gens qui ont bouton dans la figure, et c'est dur. Une série de chenilles qui mutent, qui ont des gros problèmes dans le secteur agricole là. Et il y a une série de fourmis tout, qui ont des gros problèmes dans le même secteur ça, qui fait que n'importe ça vous planter, le manger, le dévaster. Nous avons souhaité que rapidement, il y ait des décisions qui prennent au plus haut niveau de l'État, au niveau du Parlement et avec l'exécutif, un accord pour trouver de façon que un budget calé pour zone ça. C'est pour ça la excessivement difficile pour payer. Il faut que un paquet qui met en place, qui prend en compte la situation sanitaire, agricole, socio-économique, comment pour relancer les affaires. Il faut mettre paquet ça, il faut qu'il y ait moyen qui débloque rapidement. Pour nous, du coup, sentir que une action qu'a fait qui impacte la vie positivement, mais de même là, il y a une préparation qu'a fait pour ces sciences économiques là, rivière et tout ça, il faut que il y ait un travail qu'a fait là-dedans, il faut une réhabilitation environnementale qui peut faire. Donc le plan de reconstruction de cette zone, côté là. Donc c'est une question ça qu'on a posée et que nous encourager le pouvoir public à agir vite. Signature ce jeudi d'un protocole d'entente entre l'Institut du bien-être social et de recherche et ses différents partenaires nationaux et internationaux. Cet accord vise à renforcer les capacités de l'institution afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle en matière de protection de l'enfance. Une plus grande priorité, c'est le renforcement institutionnel. Ça. Permettre que nous ayons plus de capacités, plus de compétences pour nous répondre à besoins de la population, particulièrement Timounio. Deuxièmement, prioriser tout, désinstitutionnalisation Timounio. Et là, moi, parler de désinstitutionnalisation, l'impliquer en pile bagage. Ça veut dire que nous avons une échelle de prise en charge là pour nous capables de renforcer, parce que c'est une façon pour prévenir abandon Timounio. Moi, je suis capable de parler tout de prise en charge surtout de Timoun qui victime de traite. Parce que nous avons réalisé que viol Timoun, que abus sous Timoun, exploitation sous Timoun dans toute sphère société. Que c'est l'école, que c'est dans la famille, tout côté ou après qu'il y a parlé de viol qui fait sous Timoun. Donc c'est important pour nous bien-être social avec tout partenaires pour nous capables de des mécanismes qu'on y a pour nous développer pour nous capables de meilleure prise en charge de Timoun parce que c'est des Timoun qui besoin de suivi psychologique, c'est des Timoun qui besoin vraiment d'encadrement parce que Timoun yo abusé et vie ça veut dire que même au niveau des médias souvent m'a dit que Timoun supposé une confidentialité, c'est-à-dire que nous pas capable d'exposer Timoun dans les médias parce que c'est tout avenir qui est en jeu. Donc ça veut dire qu'avec partenaires, on a développé des mécanismes pour comment nous accompagner tout le monde. Donc nous comprenons que bien-être social pas capable à lui seul répondre à tout besoin. Nous besoin partenaires, nous besoin partenaires au quotidien pour nos travail, étatiques, internationaux, nationaux et organisations à base communautaire qui souterrain que moi saluer parce que son travail extraordinaire qu'il a fait. Donc nous besoin renforcer coopération ça pour nous vraiment améliorer le travail, solution que nous avons pour nous encadrer Timounio dans le pays. Dans le culturel, le directeur général du Théâtre National annonce la tenue d'un festival Griendan le week-end prochain. Monsieur Penel, fraîchement installé, a indiqué qu'il entend organiser également tout un ensemble d'actions visant à rehausser l'image du Théâtre National et notamment un festival national de théâtre. Les artistes étrangers viennent, les artistes qui sortent en province, ils n'ont pas besoin de payer hôtel, il faut que un côté le descendre. Et travaille tout sous atelier, nous allons faire un atelier continu pour jeunes garçons, jeunes filles, au lieu d'aller dans l'autre activité, c'est mettre l'autre activité pour eux là, pour eux-mêmes être capables de participer. À part de ça, c'est travail tout sous annexe théâtre national. Alors, on parle de théâtre national, on va parler de théâtre de Port-au-Prince, on parle de théâtre national. Normalement, nous commençons à mettre des représentants, mais nous avons des représentants et nous gagnons plusieurs personnes qui peuvent représenter nous dans la ville provinciale. C'est dans ça, je dis que et travail là, c'est un travail facile, mais nous connaissons avec collaboration tout le monde, collaboration tout artiste, tout comédien, nous avons réussi à faire ce travail là. Et c'est sûr que nous allons faire un théâtre qui est plus professionnel, côté que tout
tout et comédien apprend ici là, c'est des comédiens professionnels pour eux. Parce que c'est job théâtre là, c'est rôle théâtre là. Et autre chose, c'est mettre tout le monde ensemble pour nous travailler sur l'environnement théâtre là qui est très important. Par exemple, on ne peut pas faire théâtre dans la saleté, il faut faire théâtre dans la propreté, il faut avoir espace tout pour faire théâtre. Et continuer avec la bibliothèque que nous-mêmes nous avons déjà implantée ici là. Et, parce qu'on ne peut pas avoir un théâtre national et puis pas une bibliothèque là-dedans. Alors on a continué de travailler sur lui et pour au moins nous avoir théâtre là une autre image. Le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, a lancé une attaque en règle contre le Venezuela, réclamant son exclusion de l'organisation au cas où ce pays n'organiserait pas, je cite, des élections générales sans délai et à tous les niveaux. Fin de citation. L'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, M. Harvel Jean-Baptiste, a doublement réagi sur la forme et sur le fond. Sur la forme, en opposant une fin de non-recevoir au rapport soumis par le secrétaire général Almagro, au prétexte que le document reçu n'était pas en français, pourtant l'une des 4 langues officielles de l'organisation, à côté de l'anglais, de l'espagnol et du portugais. Sur le fond, en accusant le secrétaire général Almagro d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, ayant à sa tête un président démocratiquement élu, ce qui est contraire aux articles 1, 2 et 3 de la charte de l'OEA, qui posent clairement le principe du respect de la souveraineté et de l'indépendance des États, et rappelle que, citation, « aucune disposition n'autorise l'OEA à intervenir dans les questions relevant de la juridiction interne des États membres ». Fin de citation. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous ce soir M. Lionel Etienne, ambassadeur d'Haïti, longtemps en poste en France. Bonsoir, ambassadeur Etienne. Bonsoir Serge, j'ai très heureux de te retrouver avec tes auditeurs et tes auditrices. Voilà, donc j'ai fait une petite mise en contexte de la situation qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative prise par le secrétaire général Luis Almagro? Bien, je crois qu'elle est tout à fait dans la lignée de l'Organisation des États américains et ce à quoi cette instance nous a habitués depuis plusieurs décennies. Et en l'occurrence, ce qui en revanche est étonnant, et qui a été à la fois important aussi et opportun, ça a été la réplique aussi cinglante que de notre ambassadeur, attitude que nous avions un peu oubliée au cours de ces dernières décades. Et il était temps qu'elle revienne. C'est la deuxième question que j'allais vous poser. Vous avez anticipé. L'attitude d'Haïti vous paraît donc tout à fait courageuse, disons. Normale et courageuse. Elle est plus que courageuse. Courageuse, disons qu'on avait oublié. Jusqu'à notre dignité, nous l'avions oublié. Et je crois que le signal très fort qui a été lancé par l'ambassadeur Jean-Baptiste a été précisément de rappeler ce qu'était la République d'Haïti, son histoire, son passé, et qui sait lire à travers la ligne, qui sait décoder, parce qu'il fallait aussi décoder. Retrouve justement cette avenue qui est en train de se rouvrir vers la restauration de notre dignité perdue. Maintenant, il faut aussi le dire, aussi opportune, aussi bienvenue que soit l'intervention de l'ambassadeur Jean-Baptiste, il faut redouter qu'elle ne soit que l'attitude de l'ambassadeur. Un ambassadeur aussi grand soit-il, s'il n'a pas un ministère des Affaires étrangères bien organisé, bien structuré derrière lui, hélas, il n'ira pas loin. On a vu des ambassadeurs perdre leur fonction parce que précisément leur comportement, leur qualité de leur travail, leurs compétences faisait contraste avec le reste du ministère des Affaires étrangères. De même, après le ministère des Affaires étrangères, s'il n'y a pas un gouvernement qui soit suffisamment solide, suffisamment fort pour
poursuivre pour la portée des déclarations de l'ambassadeur, ces décisions peuvent rester lettres mortes. On l'a vu, on l'a bien vu pendant ces derniers temps et je crois qu'on l'oublie trop souvent. L'ambassadeur n'est jamais autre chose que le porte-parole et le reflet de ce qu'il y a derrière lui. Et une des forces aussi, une des vertus des déclarations de l'ambassadeur Jean-Baptiste est qu'il s'est très largement fait le porte-parole, je crois, de l'immense majorité de la population haïtienne. Laquelle population haïtienne attendait ce type de déclaration depuis longtemps déjà. Et il faut espérer effectivement que cette déclaration marque une rupture flagrante avec tout ce qui s'est passé au cours de ces peut-être 20 dernières années au sein de la diplomatie haïtienne. C'est ça. Bon, il est peut-être encore un peu tôt pour juger de ce que sera le support ou l'appui que le nouvel ambassadeur des Affaires étrangères haïtien va apporter à l'ambassadeur Jean-Baptiste. Il vient de prendre ses fonctions, on ne sait pas encore ce que ça donnera, mais vous avez tout à fait raison. Un ambassadeur n'est que le porte-parole de l'administration et du pays qu'il représente. Deux réactions se sont immédiatement fait jour. C'est d'abord celle du président Maduro lui-même, qui a eu une mention tout à fait spéciale pour Haïti, qui a remercié chaleureusement Haïti nommément pour sa prise de position courageuse et qui a qualifié cette intervention de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, il l'a qualifiée d'historique. Écoutez, la déclaration du président Maduro n'a fait que s'harmoniser avec celle de notre ambassadeur. Tout comme la déclaration de notre ambassadeur a repris le passé historique qui a toujours existé entre la République du Venezuela, la République bolivarienne aujourd'hui du Venezuela, et la République d'Haïti. Des faits qui ont été méconnus, voire même carrément occultés par beaucoup de nations qui n'étaient pas prêtes non plus à digérer cette proximité historique entre les deux États. Et ça fait partie, je crois, d'un des points forts de la déclaration de notre ambassadeur auprès de l'OEA. Rappeler singulièrement, à l'instance même de l'OEA, ce que pouvaient être des rapports entre la République d'Haïti et les autres pays de l'Amérique latine. Tout en tenant compte du fait que nous n'appartenons pas à l'hispanité. Nous sommes avant tout un pays francophone. Francophonie qui nous a coûté très cher. Absolument. Pour une mise en écart très profonde au sein de l'Amérique latine, au sein de l'Amérique tout court, et pour laquelle on est en train de se battre aujourd'hui pour refaire notre place. En cela, je crois que ça a été une déclaration qui effectivement restera dans les annales de la diplomatie latino-américaine. Et je crois que le président Maduro a parfaitement raison de la situation dans son contexte historique. L'envers de la médaille, évidemment, c'est la déclaration, mais qui date de quelques jours déjà, je crois, du sénateur de Floride, M. Marco Rubio, qui avait envoyé, comme on dit en créole, un pinga à différents pays, y compris Haïti, les menaçant de sanctions économiques au cas où il ne s'alignerait pas sur la déclaration du secrétaire général Almagro. La déclaration du sénateur Rubio, je crois, n'a strictement rien du tout d'étonnant. Je ne crois pas. Hein. Elle est, une fois de plus, c'est l'expression d'une assurance démesurée, d'une assurance outrancière en soi-même, entre le seul langage que nous connaissons, ça veut dire de l'autre côté, c'est-à-dire le langage de la force, à laquelle personne ne résistera. Dans ce cas particulier, ça a été dommage de s'attaquer en même temps, non seulement à Haïti, mais à tout autre pays, en les citant nommément d'ailleurs, oui, dont la première réaction a été tout simplement, je crois, de nous rapprocher tous entre nous. Exactement. On en avait aussi besoin de cela. Tout à fait. Je crois que toute l'Amérique latine peut s'en ressortir ravigorée, je crois, des déclarations intempestives de M. Rubio. Oui, surtout par les temps qui courent, quand on connaît les positions maintenant prises d'une manière générale par le gouvernement que vient de diriger le président Trump. Et je crois que dans cet aspect aussi
des déclarations du sénateur Rubio, à ce titre, elles se révèlent fort intéressantes. Tout à fait. Bon, écoutez, je pense qu'il est encore peut-être trop tôt pour pousser plus loin l'analyse. Il faut attendre les réactions du gouvernement haïtien. Il faut savoir ce que les autres pays qui se trouvent soudés, en effet, pratiquement sous le chapeau d'Haïti. Haïti a pris la tête d'une croisade. Il était temps. Il était temps. Maintenant, il s'agit aussi pour nous de nous montrer à la hauteur de ce qui vient de se passer. J'ai parlé des différentes instances administratives concernées, à commencer naturellement par le ministère des Affaires étrangères. Mais je crois qu'on ne peut pas oublier non plus de faire mention de la société civile haïtienne, qui aurait, je crois, intérêt à se montrer très attentive à ces dernières déclarations, qui devrait aussi se rappeler qu'elle aussi a un rôle déterminant à jouer là-dedans. Il ne faut pas oublier une chose, ce qui se passe dans ces cas-là, ce qui se passe à Port-au-Prince sont immédiatement font le parcours de toutes les chancelleries avec lesquelles nous travaillons et sont passés au peigne fin. C'est-à-dire l'attitude des gouvernements, des gouvernants responsables, mais aussi celle de la société civile. Et on voit d'autres dossiers qui risquent d'être agités à la suite de ces dernières déclarations de notre ambassadeur à l'OEA. Je parle notamment de nos problèmes avec la République dominicaine voisine. Et si seulement, il faut l'espérer, il faut l'attendre, il faut même l'encourager au maximum, de considérer ces déclarations comme un point de départ qui nous permet de restaurer notre dignité perdue. Voilà, c'était l'ambassadeur Lionel Etienne qui jetait quelques éclairages sur ces questions de l'OEA, des déclarations du secrétaire général Almagro et des menaces non voilées du sénateur de Floride, Marco Rubio. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.